consul général de France, avec toute l'équipe ici, Pauline Ouattard, Alexandra, Nathalie, toute l'équipe consulaire. Nous avons l'habitude depuis, c'est la 3e année que chaque année nous organisons une conférence sur les thématiques consulaires. Et cette année, à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence faite aux femmes, on a choisi cette thématique difficile de la violence faite aux femmes, difficile mais nécessaire, encore plus nécessaire qu'elle est difficile. On avait cette conviction, on a travaillé avec un groupe de travail qui incluait d'ailleurs des représentants des établissements scolaires pour justement nous adresser à la population française pour évoquer cette problématique qui est une problématique chaude en France, l'occasion de quelques procès qui font couler beaucoup d'encre et qui révèlent des problématiques quotidiennes importantes sur lesquelles le gouvernement est engagé, une problématique mexicaine aussi, et une problématique franco-mexicaine, puisque au sein de l'ambassade, un des axes prioritaires de coopération, c'est justement les thématiques de genre, avec l'ambassadrice revient de Chihuahua, où elle a rencontré les équipes de l'université qui ont lancé un diplomado sur violence de genre. On a une représentante ici, que je vais présenter juste après, et qui a fait Flores et qui s'est développée sur tout le Mexique avec plus de 10 universités partenaires. Et donc, c'est pour toutes ces raisons, mais en particulier du point de vue consulaire, parce que c'est une problématique qui nous concerne, nous, Français et Françaises, au Mexique, qu'on a choisi cette thématique. Et pour la traiter, c'est pas le consulat qui va parler, même si Pauline pourra aussi vous donner des indications sur nos procédures pour recueillir en priorité et en toute discrétion aussi à la fois les problématiques d'agression, les problématiques de viol, les problématiques de violence intrafamiliale qui peuvent être traitées. Il y en a, ça n'arrive pas qu'aux autres, malheureusement. Mais on a surtout d'éminents intervenants, et je vais les citer dans l'ordre d'intervention. D'abord, la doctora Diana Morales-Aynen, qui est psychiatre, diplômée de l'école de médecine de l'université Anáhuac, de l'université La Salle, et en psychothérapie d'enfants à l'Instituto de Psicoterapia Aplicada. Membre fondateur de l'association franco-mexicaine de psychiatrie et de santé mentale et de l'association Psiquiatrica Mexicana, de l'association de Neurologia y Psiquiatria. Elle exerce actuellement au sein de son cabinet de consultation situé à Mexico, bien connu aussi du lycée français, et médecin conseil de l'ambassade de France depuis 1985. Son étroite collaboration avec la France s'est traduite par la remise d'une décoration, l'Ordre national du mérite en 2022. Elle collabore également avec l'ambassade du Canada comme médecin agréé à l'ambassade du Canada depuis 1990 et a travaillé avec de nombreux partenaires comme l'Institut Pasteur-Mérieux à Mexico et l'Assistance médicale internationale. Très engagée sur le terrain, et je la remercie encore pour son engagement à nos côtés. Elle a travaillé en équipe de secourisme lors des tremblements de terre de 1985 et de 2017 et a été membre actif de la cellule d'assistance psychiatrique pendant la pandémie du Covid. Merci, je vous demande de l'applaudir. Allez. Maître Manuel Antonio Castro Ramirez a étudié le droit à l'Université autonome du Mexique, puis à l'Université de Paris 2 et de Paris 5. Débutant sa pratique professionnelle en 92 au sein d'un cabinet d'avocats de son grand-père, M. José Castro Brito, il est actuellement associé fondateur du cabinet d'avocats Corporativo Castro y Abogados SC et Estudio CCA SC. Plus de 30 ans d'expérience professionnelle, les vos cabinets d'avocats disposent de bureaux à Mexico, Cuernavaca et Cancún, et vous êtes particulièrement engagé sur les problématiques franco-mexicaines et internationales, sur des problématiques très complexes, couvrant le droit civil, le droit familial et même le droit constitutionnel. Vous êtes représentant de l'Agence française de l'adoption au Mexique, même s'il y a de moins en moins d'adoptions dans le monde, membre de l'association Andrés Bello de juristes franco-latino-américains,
membre du LEPCA, avocat en Europe sur l'enlèvement parental d'enfants, et last but not least, vous êtes avocat conseil de l'ambassade. Et Madame Maria Fernanda Tellez Girón Garcia, juriste, féministe, spécialisée dans les droits de la personne et l'égalité entre les genres. Vous avez acquis une expérience dans le milieu universitaire, dans l'activisme et dans le secteur public. Votre intérêt et votre conviction pour la justice intersectionnelle en matière de genre vous a amené à collaborer avec des institutions comme la Cour suprême. Vous travaillez actuellement comme consultante en droit de la personne. Vous collaborez avec des institutions universitaires nationales et régionales et la société civile, en plus de participer à des audiences publiques devant le système interaméricain. Vous avez également effectué un stage avec Lawyers for Women à Paris, qui est l'opérateur justement de cette coopération extrêmement importante qu'on a au sein de l'ambassade, pour aider les femmes victimes de violences sexistes. Vos domaines d'expertise comprennent la violence de genre et les droits sexuels et reproductifs. Vous êtes l'auteur de plusieurs publications académiques et actif dans différents groupes féministes et de défense des droits de la personne. Avocat, diplômé de la faculté de droit de l'UNAM et possédé un master en genre et droit de la personne de la London School of Economics and Political Science. À mon époque, on disait juste LSI. Je vois que le nom s'est un peu étoffé. Merci en tout cas, et vous représentez en particulier les alumni du Diplomado, qui sont de plus en plus nombreux. Je vous demande aussi de l'applaudir. Juste deux précisions. D'abord, chacun parle dans la langue qui lui convient. Ça peut être l'espagnol ou le français, je pense qu'on baigne plutôt dans un univers bilingue. Et puis deuxièmement, vous précisez que cette conférence est enregistrée et sera diffusée ensuite sur notre lettre d'information que vous recevez tous les mois si vous êtes enregistré au consulat, sur votre COMEX, et aussi sur notre site internet. Mais sans plus tarder, j'ai le plaisir de passer la parole à Diana Morales. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre assistance et à l'invitation, bien sûr, à M. Perrin et à Mme Boita pour participer aujourd'hui à cette conférence. Alors, je vais me permettre de me lever un petit peu pour vous dire. Et voilà, je voudrais commencer par faire une définition de ce qu'est la violence à l'égard des femmes. D'après l'Organisation nationale, des Nations Unies, alors il s'agit de tout acte de violence dirigé contre les femmes, tout juste parce que ce sont des femmes, et causant ou pouvant causer aux femmes préjudice ou bien des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de la liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. Alors, à ce sujet, je parlerai indistinctement de ce qu'est la violence de genre, c'est-à-dire quand on parle de violence à l'égard des femmes, nous sommes en train de parler d'un type de violence qui est le type de violence de genre, et là seront inclus tout le groupe des lesbiennes, des gays, des bisexuels, des transgenres, des queers, des intersexués, des asexués, des deux esprits et des autres. Parce que finalement, nous sommes en train de parler d'une violence à cause de leur sexe, ou de leur genre, ou de leur identité de genre, ou de l'expression de genre, ou de l'identité de genre perçue. Donc, quand je parlerai de la violence, nous sommes en train d'inclure, bien évidemment, ce groupe aussi. Alors, ce qui est vraiment très touchant et qui est compliqué quand on parle de cette situation de violence de genre, c'est que malheureusement, la violence de genre est une violence qui est tout à fait tolérée par la société et qui est la violence
la plus répandue dans la société. Malheureusement, elle est établie à partir de l'inégalité du genre et elle va impliquer sur l'individu un impact au niveau de sa santé globale, c'est-à-dire l'aspect physique, l'aspect mental, l'aspect social, mais ça va atteindre d'autres aspects de cette personne, dont la dignité, dont la liberté. Et les conséquences de la violence de genre au niveau social, bien évidemment, vont avoir un impact sur la santé publique, au niveau de la société, au niveau du judiciaire et au niveau économique. Alors je me permets de vous dire quelque chose que nous connaissons tous: la violence exercée contre toute personne est inacceptable. Mais malheureusement, je vais me permettre de vous faire un tout petit résumé historique, parce que je pense que c'est très très important, en ce qui concerne un peu l'histoire de la violence de genre. Alors, notamment, en 1945, à la fin de la guerre, disons, quand se sont formées les Nations Unies, 2 années plus tard, il y a eu une réunion à New York où une série de représentants se sont présentés. Il y avait une quinzaine de femmes parmi tous ces représentants. Et c'est ces 15 femmes qui ont décidé d'organiser une commission pour veiller sur la femme. Et c'est à partir de cette commission qui s'est créée aux Nations Unies que il y a eu une prise de conscience de l'inégalité qui existait entre les hommes et les femmes aux Nations Unies. Et entre 1947 et 1962, pendant 15 ans, elles ont établi des lois et des normes internationales pour veiller sur 2 aspects, surtout sur la discrimination qui existait sur les femmes, et l'autre aspect important, c'était de lutter pour qu'elles arrivent à avoir une égalité avec les hommes. Alors, les Nations Unies, donc en 1995, ont eu une réunion, vous allez peut-être entendre beaucoup sur cela, c'était en Chine, à Beijing. Il y a eu une réunion qui s'est faite, et cette réunion a été, je pense, un tournant important par rapport à la considération internationale de l'égalité. Il faut qu'il y ait une égalité entre les hommes et les femmes. Et donc, à cette réunion de Beijing, nous avons établi une situation où il faut lutter pour l'égalité, mais ce qui a été le plus intéressant, c'est pourquoi il y a l'inégalité. Alors, elles ont mis en place la lutte contre la pauvreté des femmes, la lutte pour que les femmes reçoivent une éducation et une capacitation, la lutte pour qu'elles puissent accéder à la santé, et à partir de là, c'est évident qu'il y aurait moins de possibilités de violence. Mais tant qu'il n'y avait pas cette égalité, la possibilité d'avoir de la violence était beaucoup plus importante. Oui, merci. Suite à cela, disons, et parallèlement à l'Union européenne, il y a eu une réunion qui s'est faite en 2011 à Istanbul. Et là, il a été le cas de parler de l'inacceptabilité, je ne sais pas si on dit ça en français, de la violence. Et une initiative internationale s'est mise en place, c'est l'initiative Spotlight. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler.
Mais cette initiative consiste justement à éliminer toutes les formes de violence. Et cette initiative a pris le nom de Spotlight, qui veut dire ampoule, parce que c'est pour signaler que c'est quelque chose, la violence a été toujours cachée, et il fallait vraiment mettre le spot, la lumière sur la violence et éradiquer la violence. Et donc, plusieurs choses se sont mises en place à partir de cette initiative. Le jour international de la femme, qui est le 8 mars, et le 25 novembre, qui est le jour international de l'élimination de la violence contre la femme. Cette initiative a comme objectif d'atteindre l'égalité de genre et l'émancipation des filles et des femmes, d'éliminer bien évidemment la violence, mais surtout, je pense, l'accès à l'éducation et la santé, et de cette façon, promouvoir la participation pleine et efficace dans la vie publique et dans la prise de décision. C'est quand même un ensemble, c'est pas seulement contre la violence, mais aller plus profond pour éliminer cette violence. Alors je veux vous parler grosso modo des différents types de violence. Là je vous ai mis des exemples. On peut diviser la violence par type de violence, par exemple, envers qui elle est exercée. Nous sommes aujourd'hui en train de parler de la violence de genre, mais vous avez la violence envers les enfants, envers les animaux, envers les personnes âgées. Bon, il y a des différents types de violence, sujet envers qui on est en train de l'exercer. On peut aussi considérer qui est l'auteur et la victime. Alors on peut avoir une violence qui a lieu, une violence conjugale, une violence familiale, et le milieu où elle est commise. Elle peut être commise au travail, à l'école, à l'hôpital, enfin ça dépend du milieu, on peut avoir différents types de violences. Et les violences ont des manifestations dans 4 domaines, disons. Le domaine physique, le domaine sexuel, psychologique et verbal, et économique. Alors, la violence physique, il s'agit d'actes ou de menaces qui vont agresser le corps d'un individu. Alors je vous ai marqué la frapper à coups de poing ou avec un arme. Il peut y avoir ou non des blessures, mais c'est beaucoup plus que ça. Et c'est tout juste pour que vous ayez l'exemple de ce qu'est la violence physique. En ce qui concerne la violence sexuelle, il s'agit de toutes les formes d'activité ou d'attouchement sexuel sans consentement ou sous contrainte, incluant le viol. La violence psychologique et verbale, elle va impliquer 2 aspects importants. La personne qui exerce la violence va utiliser des comportements pour garder sous contrôle la victime. Et le point commun de toutes ces violences, c'est que l'auteur de la violence va agir de façon inconsidérée envers l'autre. Vous avez l'utilisation de paroles, ça peut être avec des écrits, ça peut être avec des gestes évidents ou des gestes subtils. Et attention, là je vous ai mis des exemples. Ça peut être en critiquant, en rabaissant, en manipulant les émotions, en isolant socialement. Alors même s'il n'y a pas des paroles, le silence peut être une agression, peut être une violence. Et on peut passer par un silence qui peut durer des jours, et c'est l'ignorance, et c'est très 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 dur comme violence aussi. Et la dernière, ce serait la violence économique. Alors l'aspect le plus important, c'est la restriction de l'accès à l'économie. Et elle peut être faite sous beaucoup de formes. L'accès aux ressources familiales, par exemple, si c'est une femme, de ne pas avoir accès à son héritage, comme dans certaines cultures c'est établi. La possibilité de travailler. Beaucoup d'hommes ne permettent pas que les femmes travaillent, et c'est une façon d'exercer une violence économique. Et même la saisie de chèques, hein, quelqu'un qui gagne et on lui reprend son chèque et c'est fini, elle n'a pas le droit d'avoir accès sur son argent. Bon, ce sont des exemples. Ensuite,
Par rapport à la violence, nous pouvons avoir, j'ai pris cet exemple, la violence conjugale. C'est donc un type de violence, mais ce type de violence peut être soumis à des formes de violence. C'est-à-dire, au niveau de la violence conjugale, nous pouvons avoir de la violence physique, sexuelle, psychologique ou de l'exploitation financière. Et c'est dans le cadre du mariage, de l'union libre, qu'il s'agisse de conjoints ou d'ex-conjoints. La partie la plus dramatique, j'oserais dire, c'est la partie où nous rentrons dans les homicides. C'est-à-dire vraiment, quand vous avez la violence exercée de façon extrême, vous pouvez avoir ce dont on parle statistiquement, les féminicides. Il existe certains outils. Je me suis permise de vous mettre un seul qui est le plus utilisé, le plus simple, mais il y en a beaucoup et des échelles très spécifiques pour certains aspects du type de violence. Mais le violentomètre vous permet d'avoir un instrument qui peut vous situer sur la partie de la relation qui est saine, et donc il faut en profiter, ou bien là où il y a une vigilance à faire, et où il faut apprendre à dire stop. Et sinon, à la partie beaucoup plus intense, disons le rouge, là on ne voit pas tellement les nuances, mais c'est du vert, du jaune orange et du rouge. Et le rouge, c'est vraiment protège-toi, demande de l'aide, parce qu'il peut y avoir des signaux qui sont très très graves et qui pourraient te mettre en risque. Voilà. En ce qui concerne la violence de genre au Mexique, il y a beaucoup de choses, je ne vais pas rentrer trop en détail par rapport aux lois, parce que nous avons deux avocats ici qui nous expliqueront cela davantage, mais en 2021 a été mise en place la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Ça, c'est très très important. Et nous avons un système de statistiques, l'INEGI, l'Institut National de Statistique et Géographie, qui a fait 2 enquêtes. Il y a l'enquête nationale qui s'appelle ENDIRE, qui a été, les dernières données sont de 2020 à 2021, et cette enquête nous parle des relations dans les foyers, et il y a une enquête beaucoup plus spécifique qui est le Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres. Que nous disent ces statistiques? Alors, en 2021, on était 128 millions de Mexicains. Et de ces 128 millions, il y avait 50 millions et des poussières de femmes. Parmi ces femmes, 50 millions et demi sont des femmes de plus de 15 ans. Et sur ces femmes de plus de 15 ans, 70,1% a vécu au moins une situation de violence le long de sa vie. Et 42,8% au moins une fois pendant la dernière année. Cette même enquête sur l'ENDIRE nous dit que les formes de violence au Mexique les plus fréquentes sont la psychologique, 51,6%, la sexuelle 49,7%, physique 34,7% et financière 27,4%. D'après ces statistiques, nous avons donc que le lieu de violence le plus commun, c'est la communauté, après le couple, au niveau scolaire et au travail. Et je n'ai pas de PowerPoint sur les États, mais apparemment l'État du Chiapas est l'État où il y a le plus de violences exercées sur la femme, et l'Estado de México. Ces 2 États sont les plus à risque. Et moi, ce qui m'a vraiment... Vous savez, quand je préparais et je lisais, je voyais, je disais, c'est lourd comme sujet. Je pense que c'est très très lourd émotionnellement, et c'est pour ça que je vous remercie d'être aujourd'hui là, parce que pas tout le monde veut assister et écouter des choses qui sont très importantes. Mais figurez-vous que les féminicides en Amérique latine sont très très importants, et je voyais une statistique mexicaine qui disait qu'il y a 9 femmes par jour qui sont tuées, et parmi lesquelles il y a des féminicides. Donc c'est une statistique
très choquante. Alors, je vais vous parler en gros des conséquences sur la santé de la femme. Alors, vous avez les conséquences physiques de la violence. Les conséquences physiques peuvent être des conséquences qui vont depuis une action d'un traumatisme aigu, quelque chose d'immédiat, où nous pouvons avoir aussi des conséquences à long terme. Et ça, c'est assez intéressant parce que les conséquences immédiates peuvent être, disons, des traumatismes légers, si on peut dire légers. C'est toujours une violence. Mais par exemple, des ecchymoses, c'est-à-dire des bleus, des abrasions, des lacérations, des perforations, des brûlures, des morsures, des fractures. Mais on peut aller à des blessures plus graves qui peuvent laisser des handicaps, des lésions sur les organes des sens, les oreilles, les yeux, des traumatismes au thorax, à l'abdomen. Quand on parle de pathologie, donc de violence, la violence extrême va bien évidemment être le décès, le féminicide. Mais dans l'interne, vous voyez un peu tout ce qu'on peut voir comme gamme de lésions et de blessures. Et par rapport aux situations plus, disons, à long terme, nous avons parfois des manifestations qui ne vont pas forcément initialement nous diriger vers une violence. Par exemple, des troubles gastro-intestinaux, par exemple, des troubles du sommeil chronique, par exemple, des syndromes de douleur chronique. Et quand on creuse et on va à l'origine, on peut retrouver des antécédents de violence. Les conséquences sexuelles et génésiques, je parle de génésique pour inclure, disons, tout ce qui a à voir avec le processus de la reproduction de la femme. Alors vous avez des grossesses involontaires, des avortements et malheureusement parfois dans des très mauvaises conditions de sécurité et de santé, des infections sexuellement transmissibles, parmi lesquelles celles du virus de l'immunodéficience humaine, des complications de la grossesse, si jamais la femme a décidé de maintenir l'enfant, des hémorragies ou des infections vaginales ou pelviennes, des infections urinaires, des fistules avec des déchirures de toute la partie basse du bassin, donc des rapports sexuels douloureux et au niveau chronique, des troubles sexuels. Parce que ça peut être aigu et après on peut avoir des troubles sexuels. Ensuite, les conséquences mentales. Alors celles-là peuvent être immédiates parce qu'il y a eu un trouble de stress aigu, la peur, l'angoisse. Immédiatement apparaissent des troubles de sommeil, des troubles alimentaires. Et une fois que ceci, disons, du point de vue psychiatrique, quand on parle du stress aigu, on parle des 3 premiers jours jusqu'au 1er mois. Et après, on est en train de parler d'un trouble de stress post-traumatique. Et là, nous pouvons retrouver aussi des problèmes sévères qui vont aller à la dépression, avec des comportements à risque, avec des idées suicidaires et même des tentatives de suicide, et bien sûr un impact sur l'estime de soi. Finalement, en ce qui concerne le comportement des gens qui ont subi la violence, nous avons souvent l'usage nocif de l'alcool quand une femme a été violentée, ou des toxicomanies, et quand il y a eu des antécédents de problèmes de violence sexuelle, l'usage de multiples partenaires sexuels ou bien le choix de partenaires qui vont être violents et la diminution de recours aux contraceptifs comme une forme d'auto-agression, d'autodestruction. Bien. Alors je finirai par vous dire que tout le monde a le droit de vivre à l'abri de la violence et donc les structures sociales doivent changer pour attribuer les mêmes valeurs aux rôles respectifs des hommes et des femmes. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est une date très importante pour prendre conscience qu'il faut vraiment lutter pour l'égalité et pour ne pas permettre la violence de genre. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci.
Diana. On prendra les questions après les interventions. On va laisser les trois intervenants présenter leur exposé. Merci, monsieur. Oui, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Merci au consulat pour l'invitation. Bon, je pense qu'on a le cadre de la violence au sein de la femme. Donc j'ai je peux dire, une nouvelle qui vient de tomber sur une réforme qui va être faite. Bon, j'ai déjà fait le 16 novembre cette année-là, sur l'article 4 de la Constitution fédérale, qui met au point effectivement la protection des femmes sur l'égalité. Ça vient de tomber cette réforme-là, donc au niveau, si on peut dire, au niveau de la loi, et c'est vrai qu'il y a les autorités qui font des efforts pour changer. Après, il faut changer la façon de faire et il faut mettre tous les outils nécessaires sur les différents niveaux d'impartition de justice pour avoir finalement une égalité entre les femmes et les hommes. Donc, cela dit, moi je voudrais vous expliquer un petit peu les outils que toutes les femmes ont sur la loi au Mexique, au niveau international, mais surtout la conférence c'est pour les Françaises, même s'il y a des Mexicaines, etc. Mais il y a beaucoup des outils qui sont mis en place, qui sont très effectifs. Je peux vous dire que c'est vrai qu'il y a du travail à faire, mais quand même il y a des efforts au niveau de juristes et au niveau des autorités pour avancer sur ces outils. D'abord, je voudrais cadrer le problème sur trois axes. Le premier axe, c'est on parle de la loi civile, c'est-à-dire le code civil, la loi familiale. On a une partie qui c'est la loi administrative, et puis on a un problème, c'est les crimes, le droit pénal. D'accord? On a très cadre, et sur les trois axes, on a des outils pour exercer les droits. Dans un premier temps, je voudrais parler sur la question administrative. La question administrative, on sait qu'il y a des dispositifs au sein des écoles, même du consulat, etc., pour commencer une démarche et stopper la violence contre les femmes au niveau administratif. On a au sein de la famille, de la violence familiale et du genre, on a la question civile. Je voudrais parler bien de la distinction entre le droit pénal et le droit civil. Le droit civil, on parle toujours le droit des familles. Donc, si un procès qu'une femme a commencé via un divorce, via la pension, droit des visites, etc., qui se sont agressés, il y a toujours un chapitre sur le code civil qui parle de la violence familiale. Donc, la violence familiale au niveau du droit de famille au droit civil. Donc, là, il y a les juges familial qui doivent, à un moment donné, ils ont tous les éléments pour essayer de stopper la violence. Et sur ça, il y a une liste des effets que le juge peut avoir pour stopper cette violence. Comme quoi, bon, au niveau exercer son droit pour faire une alerte migratoire pour stopper que l'agresseur change de pays. Aussi le faire sortir de la maison familiale, engager une pension pour la femme. Donc c'est une liste qu'on peut aller chez le juge familial avec un avocat, ou même pas un avocat, c'est-à-dire qu'au niveau, il faut distinguer aussi qu'il y a un niveau fédéral, je voudrais parler avec ça, de ça, c'est la loi fédérale et la loi locale. Mais si on part de la ville de Mexico, toutes les femmes ont le droit d'aller au tribunal de famille qui se trouve à l'Alameda pour dire bah, j'ai un problème de violence familiale sans avocat et il y a des gens spécialisés qui vont vous canaliser pour commencer un procès civil, familial au niveau de violence. Ok? Donc c'est gratuit et les dispositifs
vont être en marge avec un avocat, un suivi psychologique, et le juge va commencer à avoir un dossier pour stopper cette violence familiale. Deuxièmement, il y a une partie, et ça se passe toujours avec le juge de famille. On a une partie pénale, et la distinction entre le droit pénal, on doit deux étapes. La première étape, ça se passe, comme vous le savez, normalement c'est chez le ministère public. Donc chez le ministère public, on peut y aller, de dire, moi j'étais agressée en tant que femme, moi je pense, je viens de déposer plainte, il faut porter plainte contre quelqu'un, ou n'importe qui, c'est-à-dire on peut ouvrir une enquête pour dire, moi je me sens agressée par mon mari, mes enfants, la société, etc. Et on va commencer un dossier pénal pour regarder une enquête, pour savoir si effectivement il y a eu de la violence contre cette femme. À ce niveau-là, le ministère public a le droit de faire des mesures provisoires, de donner des mesures provisoires pour protéger la femme. Mais le problème, c'est qu'avec le ministère public, normalement, le ministère public doit passer par un juge. Mais avec la loi de l'accès a una vida sin violencia au niveau fédéral, la loi qui vient de 2007, la loi de la ville de Mexico, elle est vraiment à l'avant-garde, c'est une loi magnifique, je trouve, et le catalogue des mesures provisoires, c'est un catalogue énorme, c'est un catalogue qui est très bien fait, donc on peut aller en direct avec un juge pénal, un juge d'instruction, si on peut dire, un juge d'instruction pour demander dans un délai de 6 heures maximum des mesures provisoires. Quel type de mesures provisoires? Et stopper l'agresseur de rentrer à la maison, le faire sortir, garantir une pension, etc. Les mêmes mesures qu'avec le juge familial, mais au niveau pénal. Et ces mesures-là, nous, on trouve qu'elles sont très effectives, très effectives. Dans un délai de 6 heures, vous pouvez aller avec un avocat, sinon vous pouvez aller de même seul. Il va avoir le même système avec un avocat, un suivi psychologique, etc. Et donc, ça, je pense qu'il y a beaucoup des outils maintenant que on n'utilise pas. Moi, je parle on n'utilise pas beaucoup les avocats, mais on ne doit pas passer tout le temps par les avocats. Ça, il faut le savoir. Il y a des dispositifs administratifs à tous les alcaldías qui s'appellent LUNAS. Sur le site internet de la ville de Mexico, il y a un cadre qui s'appelle LUNAS, que c'est un suivi psychologique, des auberges, il y a l'attention médicale, etc., qui passe à travers des institutions gérées par la ville de Mexico et qui sont très efficaces. Qu'est-ce qu'on trouve, nous, en tant qu'avocats, à propos de la démarche des violences? D'abord que c'est difficile, et moi, c'est très facile de dire ça en tant qu'homme, bien évidemment. On a une conférence ici, mais la violence qui reçoit une femme, et après s'exprimer de ça, c'est très compliqué, très difficile. Mais il faut savoir pour toutes les femmes qu'ils ont le droit, et vraiment il y a des outils qu'il faut exercer pour stopper cette violence-là. Il y a des accompagnements, même pour les privés, avec des avocats, des cabinets, mais même à côté, il y a l'autorité. Les autorités qui sont pas mal des autorités, mais il faut vraiment déclencher ces parties-là de l'administration pour commencer à travailler et stopper cette violence-là. Donc, après les procès et les mesures provisoires qu'on peut avoir, soit du ministère public, soit d'un juge pénal, il faut savoir qu'on peut commencer un procès pénal. On peut ou on ne peut pas. C'est aussi prendre une décision au sein de la femme, de dire oui, je voudrais commencer un procès ou pas. Mais surtout, il faut bien déclencher les outils que je viens de
d'évoquer pour commencer un procès. Et la loi de la ville de Mexico, là maintenant on parle de la violence vicaire. C'est-à-dire que même s'il y a 4 axes sur la violence physique, psychologique, économique et sexuelle, la loi de la ville de Mexico a développé un catalogue plus grand pour stopper la violence. Parce que, comme vous avez regardé avant, les conséquences de la violence sont énormes. Des troubles psychologiques, des troubles physiques, économiques, c'est vraiment, on ne pense pas, et vraiment les troubles qu'on peut causer avec la violence. Et une chose qui c'est très important, il ne faut pas, surtout chez les femmes, il ne faut pas normaliser la violence. Parce qu'on vient d'une histoire des violences contre les femmes au Mexique et dans le monde, et il ne faut pas le normaliser. Si on commence à stopper, à utiliser des outils contre la violence, je pense qu'à un moment donné, on va arriver à la normalité, vraiment, la normalité paritaire entre hommes et femmes, en sachant qu'il y a des distinctions entre hommes et femmes, ça c'est clair, il ne faut pas oublier ça, mais il faut les équaliser si on peut dire, parce que jusque-là, on a abusé beaucoup de femmes, il y a beaucoup de abus contre les femmes, mais la bonne nouvelle c'est qu'il y a des outils, et la bonne nouvelle c'est que les dispositifs légaux sont à disposition des femmes partout, même sans passer par un avocat. Merci beaucoup. Merci Maître Castro. On apprécie quand un avocat nous donne des tips pour ne pas passer par un avocat, mais c'était vraiment très intéressant, en particulier cette loi au niveau de la ville de Mexico, au niveau fédéral, qui donne des ouvertures et des possibilités pour les femmes qui résident à Mexico, y compris les Françaises qui résident à Mexico, de pouvoir se protéger plus facilement. Merci, je veux passer dans ces côtés parce que la lumière c'est très fort pour moi. Pardon? Non, ici c'est très bien. Merci à tous et aussi à l'école scolaire pour faire cette conférence, que c'est très important en un jour comme aujourd'hui. Et comme les Crévacines après, vous avez rencontré toutes les mesures juridiques qui sont disponibles à Mexique, à la ville de Mexico, je vais parler un peu des outils pratiques pour utiliser la loi, pour protéger notre droit comme femmes au Mexique. Et ça n'importe pas si nous sommes mexicains ou non, parce que la loi nous protège si nous vivons ici. Alors, je vais faire mon intervention en espagnol, si c'est pas mal, parce que je vais faire mon présentation en français parce que je pense que c'est un outil très important pour vous et que vous pouvez prendre les photos si vous voulez, sans problème, parce qu'il y a beaucoup de ressources trop importantes que vous pouvez consulter, que vous pouvez consulter comme vous avez la nécessité de cette information. Alors, je veux diviser mon intervention sur deux étages. Le premier, c'est le dispositif de l'État et le deuxième, c'est le dispositif de la société civile. Parce que, comme nous savons, en France et au Mexique, l'État, ce n'est pas le meilleur ami des femmes et aussi des femmes qui sont qui luttent contre les violences de genre. Alors, le premier dispositif d'État est InMujeres, qui est l'Instituto Nacional de las Mujeres, qui est le dispositif fédéral, et aussi il y a des dispositifs locaux sur les 32 États de la République. Et chaque État de la République a des institutions pour protéger les femmes. Et alors, InMujeres
a beaucoup de dispositifs d'orientation parce que quand nous sommes sur une situation de violence comme femmes, nous avons beaucoup de doutes. Avec ces doutes, nous pouvons parler avec les dispositifs d'État ou aussi avec les dispositifs de la société civile. Et pour parler, c'est aussi pour aller au conseil. Et comme vous pouvez voir, ce numéro de téléphone est un numéro qui est habilité pour les mujeres. Et c'est un numéro d'émergence aussi de 24 heures. Et ça s'appelle la ligne sans violence, la ligne sans violence. Vous pouvez parler et demander l'aide et aussi demander l'information pour aller aux aides des dispositifs de droit pénal comme l'avocat a dit, ou les droits administratifs ou les droits civils, familiales, etc. Alors, aussi, je ne sais pas si vous avez écouté qu'aussi au Mexique, nous avons une ligne qui c'est une ligne pour aider toutes les questions administratives et toutes les questions aussi, toutes les questions administratives au Mexique. Elle s'appelle Locatel. Et Locatel a habilité une section qui, si nous parlons à Locatel, nous pouvons écouter qu'il y a des avocats et les personnes experts psychologiques qui nous peuvent aider comme la première intervention. C'est très important de dire que c'est la première intervention parce que Locatel est simplement un ressort de première intervention. Première intervention pour parler, pour savoir quels sont mes droits, qu'est-ce que je peux faire, etc. Et le numéro de Locatel, c'est là. Vous pouvez faire une photo, la noter sur votre téléphone, etc. Et comme j'ai dit, l'Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, c'est l'institut local de mujeres, nous pouvons dire c'est la division administrative. Et aussi, il y a beaucoup de dispositifs et de ressources pour faire l'orientation et aussi pour faire une action pour protéger les femmes et aussi tous les enfants. Parce que c'est très important et contextualiser comme le premier interventeur a dit, que la violence de genre, ce n'est pas une question individuelle, c'est une question collective qui affecte non seulement la femme comme personne, mais la femme comme une personne qui a une famille, personne qui participe à son communautaire, etc. Et alors, la violence contre les femmes, c'est une question collective et c'est une problématique collective, pas individuelle. Et aussi, c'est pour ça que les interventions les interventions doivent faire une perspective collective. Alors, l'Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México a aussi une ligne SOS pour l'orientation en cas de violence et aussi de discrimination. Et l'Instituto de las Mujeres a una coordinación activa avec CONAVIM, qui est la Commission nationale para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Et avec l'Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México et CONAVIM, ils font beaucoup d'interventions pour créer les centres d'attention, comme l'avocat l'a dit, qui fonctionnent tous les jours de l'année et qui sont 24 heures parce que la violence contre la mujer, contre les femmes, ça ne reste pas. Et aussi les dispositifs los centros de justicia para las mujeres, qui s'appellent les centres de justice pour les femmes, sont ouverts tous les jours et dans toutes les heures. Dans ces centres, nous pouvons aller pour demander l'orientation psychologique, l'orientation juridique, l'orientation aussi médicale sur son émergence, c'est une émergence de la violence physique, de la violence sexuelle, etc. Et aussi, c'est très important de dire qu'il y a une ludothèque pour les enfants parce que
dans ces moments de crise ou dans ces moments d'émergence, la femme doit sortir de la maison ou sortir de les situations ou de les lieux qui est dangereux pour sa vie et sa dignité. Et aussi, les enfants sont avec elle. Et le ludothèque pour les enfants, c'est très important pour, premièrement, faire l'attention pour la femme. Et alors, en cinquième étage, faire l'attention pour les enfants. Et aussi, les centres de justice pour la femme ont les services d'accompagnement des travailleurs sociaux. Et aussi, tous les centres ont un petit bureau des parquets, qui c'est comme les parquets en France. Donc, les femmes ont l'option, c'est comme l'avocat a dit, ce n'est pas un obligatoire, ont l'option de faire, de déposer une plainte quand il y a un acte délictif qui est la conséquence de la violence que la femme a rencontrée. Alors, et aussi, les parquets, c'est très important parce que sans une plainte, ce n'est pas une possibilité d'aller des mesures de protection, parce que les mesures de protection sont les mesures de l'État qui est le dispositif pénal pour protéger l'intégrité, la vie et aussi tous les droits humains de la femme. C'est important de dire ça. Merci. Alors, pour savoir où se trouvent les centres de justice pour les femmes, nous pouvons aller sur Google ou nous pouvons avoir sur la page de la CONAVIM o Mujeres o l'Instituto Nacional de las Mujeres para la Ciudad de México, et nous pouvons trouver où sont les centres de justice pour les femmes. Nous pouvons voir, il y a un en Magdalena Contreras, en Tlalpan, à Iztapalapa et à Azcapotzalco. Mais si votre arrondissement, ce n'est pas là, pas de problème, vous pouvez aller à ce centre où il y a des autres ressources et les autres lieux que nous pouvons aller, qui sont presque notre maison, presque notre travail, etc. Et comme l'avocat a dit, que sont les centres de l'UNAS, qu'il y a dans tous les arrondissements, il y a un centre de l'UNAS pour faire des aides pour les femmes. Et aussi, les CAVI, c'est les centres d'attention à victimes de violences intrafamiliales, qui sont les violences conjugales. Mais ces centres, il y a une oreille et aussi il y a 2 téléphones. C'est très important de dire que ces centres, c'est uniquement pour les violences conjugales et uniquement pour faire l'aide et avoir les ressources et parler avec une intervention sociale, une intervention avec un psychologique et peut-être aussi une intervention légale. Et dans ces centres, nous pouvons trouver les orientations, comme je dis, la psychologie, assistance sociale, juridique, et aussi dans ces centres, nous pouvons demander l'aide pour le traitement des mesures de protection. Les CAVI, ça trouve sur ces directions, mais je suis complètement en disposition pour compartir cette présentation avec vous parce que je pense que c'est un réseau très utile que nous pouvons faire le clic sur les links et nous pouvons voir où se trouve. Merci. Aussi, un autre dispositif d'État, comme je dis, c'est le LUNAS. Et le LUNAS dépend de l'Instituto Nacional de las Mujeres para la Ciudad de México. Et comme je dis, il y a un LUNAS pour chaque arrondissement. Et aussi, mais à différence des autres centres, les LUNAS surmontent faire les attentions de lundi à vendredi, mais les autres lieux faire les attentions tous les jours et dans 24 heures. Mais je pense que c'est une bonne idée pour l'arrondissement pour aller avec ces dispositifs
parce que c'est notre lieu où les enfants pourront aller pour faire les aides en cas de violence. Ils donnent également des conseils sur les droits sexuels et génétiques et sur ce n'est pas génétique, c'est les reproductifs, pardon, les droits sexuels et reproductifs et sur l'interruption volontaire de la grossesse. Je veux faire une petite notabilité pour faire que, comme l'avocate a dit, la loi de la ville de Mexico a beaucoup, c'est très important de dire qu'il y a beaucoup de cas qui c'est l'équiparation pour l'équiparation des violences de genre. Et un cas, c'est la violence contre les droits sexuels et reproductifs. Et c'est aussi très important de dire que, comme en France, en Mexique, les droits sexuels et reproductifs sont garantis pour l'État. Et aussi, si vous habitez à l'État de Mexico, aujourd'hui, le Congrès de l'État de Mexico a dépénalisé l'avortement. Et aussi, nous avons la possibilité d'aller à notre État pour faire l'intervention libre de l'avortement et pour faire l'exercice de notre droit sexuel et reproductif. Et je veux faire une petite intervention ici parce que pour moi c'est très important de dire qu'une autre forme de violence, c'est aussi la violence contre les droits sexuels et reproductifs. Merci. Et aussi, je pense que quand nous avons beaucoup de dispositifs d'État, beaucoup de lois et beaucoup de ressources, c'est très important comme avocate de partager les petits tips parce que, comme en France, au Mexique, aller à les dispositifs d'État et aller avec un avocat, c'est un procès très dur. C'est un procès très desgastante. Et c'est un procès aussi c'est un procès que nous n'avons les manuels, nous n'avons la méthode. Exactement. Comment est-ce que nous les pouvons faire, qu'est-ce que nous pouvons avoir, qu'est-ce que sont les situations que nous pouvons rencontrer sur les dispositifs d'État. Et pour moi, c'était très important de donner cette idée avec vous. Alors, quoi faire en cas de refus de service? Alors, si nous avons une question de refus de service sur un parquet, premièrement, nous pouvons aller, tous les parquets dans les villes de Mexico à un téléphone rouge. Ce téléphone rouge doit être en fonction parce que nous pouvons parler et immédiatement une personne parle avec nous et dit qui est le problème. Et nous pouvons donner qui est le problème, faire une plainte et dire c'est personnel des parquets numéro, etc. Et ça a refusé de me recevoir, de me déposer mon plainte, etc. Et nous pouvons faire une plainte ici. Aussi, un autre type que nous pouvons connaître, c'est que aussi, si c'est compliqué d'aller sur le parquet personnellement, nous pouvons faire la plainte en ligne. Mais c'est très important de dire que quand nous pouvons, que si nous voulons faire la plainte en ligne, c'est quand il n'y a pas de violence physique. Parce que s'il y a des violences physiques, nous devons aller personnellement sur les parquets. Alors, aussi, comme j'ai dit, dans tous les parquets à la ville de Mexico, il y a des petites officinas, estantes, de la Commission des droits humains de la ville de Mexico. Et aussi, nous pouvons aller et dire, cette personne de le parquet,
ça refuse de recevoir ma plainte et je veux faire une plainte contre ces servidors publics. Alors, la Commission des droits humains a l'obligation de faire l'investigation et d'assurer que les servidors publics fassent son travail comme la loi dit. Alors, qu'est-ce que je dois savoir dans la fin de ma visite au parquet? C'est très important que vous ayez la copie de votre entretien et le numéro. C'est très important que vous sachiez où se trouve et quel est le numéro de votre plainte. Parce qu'avec le numéro de votre plainte, vous pouvez consulter sur Internet quel est le procès sur votre plainte et aussi consulter en personne qu'est-ce qui s'est passé avec votre plainte. Aussi, si vous avez demandé l'imposition des mesures de protection, le parquet a l'obligation de donner l'accord sur les mesures de protection. Aussi, le parquet a l'obligation de donner un document pour se rendre dans un centre d'aide aux victimes, qui sont les centres d'aide aux victimes que nous avons parlé avant. Et je vais dire que ça dépend du crime, parce que tous les crimes n'ont pas l'obligation de rentrer pour les centres de la victime, parce que ça dépend de la composition, des acteurs, etc. Et aussi, c'est très important, comme j'ai dit, de connaître le numéro des dossiers. C'est très, très important. Merci. Et alors, le deuxième étage de mon intervention, c'est les institutions de la société civile. Et je vais faire un grand reconocimiento pour cette organisation qui c'est Impunidad Cero. C'est une organisation de la société civile qui a fait une recousse très didactique pour savoir qu'est-ce que nous pouvons faire si nous sommes victimes d'un crime, de tous les crimes. Et cette page, cette page web, que c'est denuncia.org, c'est une page web qui est vraiment didactique. C'est aussi, comme nous pouvons voir, si nous avons beaucoup de questions, nous pouvons faire le clic sur le guide pour les types de crimes. Si nous sommes, par exemple, victimes d'un crime de viol, qu'est-ce que nous devons faire? Nous pouvons faire le clic sur le guide et nous pouvons rencontrer les guides et les tips pour qu'est-ce que nous pouvons faire dans ce cas. Et aussi, si nous ne savons pas où se trouve le parquet, cette page a la localisation de où se trouve tous les parquets, non seulement de la ville de Mexico, mais tout Mexique. Et la suivante. Aussi, il y a aussi des autres institutions qui font les aides légales et psychologiques en cas de violence de genre. La première est la Red de Abogadas Violetas. Je participe dans la Red de Abogadas Violetas et nous faisons des interventions gratuites, les premières interventions pour donner des informations à les femmes et les personnes qui sont victimes de la violence de genre. Et aussi, il n'existe pas dans tout le Mexique la Red d'Abogadas Feministas, qui, comme on dit, fait l'orientation gratuite avec un grand network d'avocats féministes au Mexique. Aussi, la Red nationale de réfugiés, c'est une institution de la société civile très connue au Mexique qui aide les femmes qui sont victimes de la violence conjugale, et non seulement les femmes, mais aussi les enfants. Et aussi, pour l'attention psychologique, je connais Sorese, que c'est une association de la société civile
qui c'est une organisation psychologique féministe et qui donne la première orientation gratuite. Et si la femme n'a pas beaucoup d'argent, beaucoup de ressources économiques, vous pouvez parler avec les sociétés pour faire un plan qui n'affecte pas votre situation économique. Et aussi, Sores se donne des thérapies accessibles et avec les perspectives de genre, que c'est très important quand nous parlons de la situation psychologique et dans les violences de genre, parce que c'est très important de ne pas revictimiser les victimes des violences de genre. Et last but not least, c'est très, très important de faire conscience et de créer des réseaux de soutien qui, je pense que cet espace que les consulats et que l'ambassade procurent, c'est très important pour faire les lieux, pour connaître des autres Françaises qui habitent au Mexique ou connaître des autres personnes, pour faire ces réseaux de soutien, parce que je comprends que c'est peut-être difficile d'habiter un pays que ce n'est pas votre pays d'origine et que c'est un pays que nous devons reconnaître que c'est un pays tellement violent avec les femmes, et je pense que c'est très important de faire de créer des réseaux de soutien. C'est tout pour mon intervention. Merci pour votre patience avec mon panel. Félicitations pour cet excellent français. Vous avez donc eu trois présentations très complémentaires, un diagnostic sur la violence faite aux femmes, la dimension psychologique, la partie légale, et maintenant les organisations et le passage à l'action. On est rentré déjà dans la question concrète. Comme vous voyez, on a voulu présenter des interventions qui insistent beaucoup sur le dispositif au Mexique, parce que même si nous allons revenir sur la dimension consulaire juste après, donc les services rendus aux citoyennes et aux citoyens français, il faut savoir que dans tous les cas, c'est la loi territoriale qui s'applique, et c'est vis-à-vis des dispositifs nationaux qu'on doit travailler, et que le consulat commencera par nous orienter. Même s'il y a aussi des relais en France qui existent, qui sont plus lointains, mais qui peuvent présenter un certain intérêt en complément du bon fonctionnement et de la mobilisation des dispositifs qui existent ici dans la ville de Mexico et plus largement dans le reste du Mexique, de manière plus ou moins disparate.